On te dit de pardonner. Toujours. Pour trouver la paix intérieure, pour lâcher prise, pour être une bonne personne. Ça a l'air si simple, si désirable. Mais que faire si ce conseil, aussi bien intentionné soit-il, est parfois non seulement faux, mais aussi nuisible pour ton mental? Et s'il y avait des situations, des personnes, des actes pour lesquels le pardon n'est pas le chemin vers la guérison, mais une forme de trahison de soi, un déni de ta vérité la plus profonde? Et si le grand psychologue Carl Gustav Jung nous avait laissé des indices selon lesquels une véritable santé mentale nécessite parfois de refuser le pardon, même si cela fait infiniment mal? Ne pardonne pas à ces personnes lorsqu'elles font certaines choses, non pas par haine, mais par profond respect pour ton âme et pour le chemin difficile, mais nécessaire vers la plénitude. Reste avec nous, car nous allons maintenant plonger dans une perspective du pardon qui pourrait te choquer, mais qui pourrait finalement te libérer. On vit dans une culture qui glorifie souvent le pardon. Des commandements religieux aux gourous du développement personnel, on nous répète que garder rancune nous fait le plus de mal, que le pardon est la clé pour se libérer du passé. Et oui, il y a une grande part de vérité là-dedans. La colère, la haine et le désir de vengeance non résolu peuvent nous empoisonner de l'intérieur et nous garder prisonniers du passé. Le pardon peut être un acte incroyablement puissant d'auto-guérison, un lâcher-prise des chaînes qui nous retiennent. Il peut faire de la place pour la paix, pour de nouveaux départs, pour un cœur plus léger. On voit des histoires inspirantes de personnes qui ont pardonné l'impardonnable et qui ont vécu une profonde transformation. C'est indéniable et admirable. Mais, et c'est un mais important, souvent ignoré, ce récit est incomplet. Il ignore les profondeurs complexes de la psyché humaine et les conditions dans lesquelles le pardon est réellement salutaire et celles dans lesquelles il peut devenir une nouvelle blessure. C'est là qu'intervient la sagesse de Carl Jung. Jung n'était pas un simple professeur de morale. Il était un explorateur de l'âme dans toute sa complexité, avec ses sommets lumineux et ses profondeurs sombres. Pour lui, le but ultime de la vie psychique n'était pas simplement le bonheur ou la paix à tout prix, mais l'individuation, le processus souvent douloureux qui dure toute la vie et qui consiste à devenir l'individu unique et complet que nous sommes censés être par nature. Il s'agit de reconnaître, d'accepter et d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes, les conscientes et les inconscientes, les agréables et les désagréables, la lumière et l'ombre. Et chaque décision de vie, y compris celle de pardonner ou de ne pas pardonner, doit être considérée à la lumière de cet objectif supérieur. Est-ce que ça sert mon individuation, mon épanouissement, ou est-ce qu'elle l'empêche? Vu comme ça, pardonner sans condition et trop vite n'est pas toujours un signe de force ou de maturité spirituelle. Parfois, ça peut être un signe de faiblesse, de peur des conflits, de refus de reconnaître la vérité douloureuse d'une situation ou d'une identification inconsciente au rôle de victime. Il peut nous empêcher de fixer les limites nécessaires, de reconnaître notre propre valeur et d'apprendre les leçons qu'une expérience douloureuse veut nous enseigner. Jung nous exhorterait à y regarder de plus près. Pardonnons-nous à partir de la force de notre vrai moi, le centre de notre intégrité, qui connaît aussi l'obscurité et l'a intégrée. Ou bien pardonnons-nous à partir de notre ego faible et conformiste, qui ne recherche que l'harmonie extérieure et ignore la vérité intérieure. Pardonnons-nous parce que nous avons appris la leçon et intégré la blessure, ou parce que nous avons peur de la douleur et de la confrontation? Pour comprendre quand le non-pardon peut être psychologiquement nécessaire du point de vue de Jung, nous devons examiner plus en profondeur certains de ces concepts clés. Comme mentionné précédemment, il y a l'individuation. Tout ce qui favorise ce processus de devenir soi-même est psychologiquement sain. Tout ce qui le bloque, comme s'accrocher à des illusions, nier ses propres sentiments ou dépasser ses propres limites par fausse complaisance, est malsain. Ensuite, il y a l'ombre. L'ombre est la partie de notre psyché qui contient tout ce qu'on rejette chez nous-mêmes, ce qu'on refuse d'admettre, ce qui ne correspond pas à l'image idéalisée qu'on a de nous-mêmes, nos peurs, nos agressions, notre avidité, nos faiblesses, mais aussi notre potentiel inexploité.
l'ombre n'existe pas seulement en nous, mais aussi chez les autres et dans la collectivité. Une tâche essentielle de l'individuation est de se confronter à sa propre ombre et de l'intégrer. Si on pardonne trop vite à quelqu'un qui nous a profondément blessés, surtout s'il ne reconnaît pas ou ne change pas son comportement sombre, on prend deux risques. On ignore ou on nie l'ombre de l'autre et on lui permet peut-être même de continuer à agir de manière destructrice. Et on ignore ou on refoule notre propre part d'ombre, par exemple notre colère légitime ou notre douleur, qui veut en fait nous donner des infos importantes sur la blessure et nos limites. Selon Jung, le vrai pardon ne peut souvent se produire qu'après que la part d'ombre, chez l'agresseur et chez la victime, a été reconnue et au moins partiellement intégrée. Un autre concept important est celui d'intégrité psychique. Notre psychisme a besoin de limites saines pour fonctionner et se développer. Des blessures répétées ou graves peuvent briser ces limites et endommager notre structure interne. Parfois, ne pas pardonner est un acte nécessaire pour rétablir ces limites et protéger notre intégrité psychique. C'est un signal que nous envoyons à nous-mêmes et au monde. Jusqu'ici et pas plus loin. Cette blessure était réelle et je ne vais pas faire comme si elle n'existait pas. Enfin, Jung ne voyait pas dans la souffrance uniquement quelque chose de négatif à éliminer le plus rapidement possible. Il a reconnu que la souffrance est souvent une partie inévitable de la vie et un puissant catalyseur de croissance psychique et de prise de conscience. Une souffrance profonde peut nous forcer à nous confronter à des questions existentielles, à repenser nos valeurs, à développer une nouvelle force et, finalement, à atteindre un niveau plus profond de nous-mêmes. Si on colmate simplement une blessure profonde par un pardon précipité, on se prive peut-être de la chance de trouver le sens profond et le pouvoir transformateur de cette expérience. Parfois, on doit supporter la douleur du non-pardon pendant un certain temps pour honorer toute la vérité de la situation et apprendre les leçons que la vie veut nous enseigner. Grâce à cette boîte à outils jungienne, on peut maintenant identifier des situations concrètes dans lesquelles un non au pardon peut être non seulement compréhensible, mais aussi psychologiquement nécessaire pour notre individuation. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas de règles strictes, mais d'une introspection profonde et honnête pour découvrir ta propre vérité. La première situation, et peut-être la plus évidente, est celle d'abus persistants ou de blessures graves, répétées sans véritable remords, ni changement de comportement de la part de l'auteur. Imagine que quelqu'un te manipule émotionnellement de manière répétée, te trompe chroniquement, abuse systématiquement de ta confiance ou exerce une violence physique ou verbale. Si cette personne ne montre aucun remords sincère, n'assume aucune responsabilité et, surtout, ne change pas fondamentalement son comportement, le pardon serait non seulement naïf, mais aussi autodestructeur dans ce contexte. Ce serait comme dire à quelqu'un qui te frappe sans arrêt « C'est bon, continue ». Tu validerais ainsi le comportement sombre de l'autre et mettrais en danger ta propre sécurité psychologique et souvent physique. Ta colère, ta douleur, ton sentiment de trahison sont ici des signaux importants de ton psychisme qui te disent « Danger, la limite est franchie, protège-toi ». Ignorer ces signaux et pardonner parce qu'on doit pardonner serait un acte de reniement de soi et entraverait massivement ton individuation. Cela reviendrait à fermer les yeux sur la réalité et à t'abandonner toi-même. Dans ce genre de cas, ne pas pardonner est souvent la première étape nécessaire pour fixer des limites claires, te libérer de la dynamique destructrice et retrouver ton intégrité psychique. Il ne s'agit pas de détester l'autre, mais de t'aimer et de te protéger toi-même. Ce n'est que lorsque le mal cesse et qu'un véritable changement chez l'auteur est visible qu'un processus de pardon peut s'enclencher. Mais même alors, il n'est ni garanti ni obligatoire. Une deuxième situation similaire est le déni de la réalité par l'auteur, souvent sous forme de gaslighting. Le gaslighting est une forme particulièrement perfide de manipulation dans laquelle l'auteur tente de saper systématiquement ta perception de la réalité. Il nie que l'incident a eu lieu, c'est dans ta tête. Déforme les faits, c'était tout autre chose. T'accuse d'être hypersensible, tu exagères. Ou te rend même responsable, c'est toi qui m'as provoqué.
Si tu essaies de pardonner dans ces conditions, peut-être pour mettre fin au conflit ou sauver la relation, tu te forces à trahir ta propre perception, tes propres sentiments et tes propres souvenirs. Tu acceptes un mensonge comme vérité pour acheter une paix superficielle. C'est super mauvais psychologiquement. Ça mène à une dissonance cognitive, à un doute de soi, à un sentiment de folie. Ça sape ta confiance en ton propre jugement et donc ta stabilité mentale. Jung dirait que tu sacrifies la vérité de toi-même sur l'autel d'une fausse paix recherchée par l'ego. Dans de tels cas, ne pas pardonner est un acte d'affirmation de soi et de fidélité à ta propre réalité. Cela signifie dire « je sais ce que j'ai vécu, je sais ce qui est vrai pour moi, et je ne vais pas faire semblant que c'est différent juste pour que tu te sentes mieux ou pour qu'on soit en paix. » S'accrocher à ta vérité, même si ça veut dire ne pas pardonner, est essentiel pour intégrer l'expérience et garder ton intégrité psychologique. Le pardon ne peut devenir une option que lorsque la vérité est reconnue. Troisièmement, il y a des blessures si profondes qu'elles ressemblent à une blessure de l'âme ou à une trahison de tes valeurs les plus profondes. Il peut s'agir d'événements traumatisants, d'une trahison existentielle par un proche ou d'actes qui vont fondamentalement à l'encontre de ton sens de la justice ou de tes convictions morales. Dans ce genre de cas, demander pardon peut sembler banaliser ce qui a été vécu, comme si on ne tenait pas compte de la profondeur de la douleur et de l'importance de l'incident. On peut avoir l'impression qu'il faut trahir une partie de soi-même, ses valeurs, son âme pour pardonner. Jung comprendrait que de telles blessures ont besoin de temps pour guérir et que le processus de guérison ne débouche pas toujours sur le pardon. Parfois, guérir, c'est reconnaître la gravité de la blessure, accepter la douleur et la colère qu'elle provoque et apprendre à vivre avec le fait que quelque chose d'impardonnable, de ton point de vue actuel, s'est produit. Ça ne veut pas dire rester amer, ça veut dire honorer la réalité de la blessure et l'intégrer dans ton histoire sans l'embellir. Trouver une forme d'acceptation peut être un long processus. Accepter que ça soit arrivé, accepter que les gens soient capables de tels actes, accepter que le monde ne soit pas toujours juste. Cette acceptation n'est pas la même chose que le pardon. Elle peut mener à la paix intérieure sans excuser l'auteur du crime, ni minimiser son acte. Parfois, reconnaître l'impardonnable est la seule façon de préserver la profondeur de son âme et la signification de ses valeurs. Un quatrième danger réside dans le pardon précipité et superficiel, qui sert souvent à éviter le processus douloureux de confrontation avec la blessure. Quand quelqu'un nous fait du mal, ça déclenche souvent une cascade d'émotions difficiles, colère, tristesse, douleur, peur, voire honte ou culpabilité. Ces sentiments sont désagréables, et c'est humain de vouloir les éviter. Le pardon peut alors apparaître comme une échappatoire rapide, un pansement qu'on colle sur la blessure pour ne plus avoir à la regarder. On dit vite « je te pardonne », peut-être même à soi-même, pour mettre fin au tumulte intérieur. Mais du point de vue jungien, il s'agit d'un contournement psychologique. On saute l'étape nécessaire de la confrontation avec la douleur et l'ombre activée par la blessure. La colère, par exemple, souvent considérée comme négative, est une énergie importante et vitale selon Jung. Elle nous montre où nos limites ont été franchies, elle mobilise la force nécessaire pour s'affirmer et changer. Si on réprime la colère pour pardonner rapidement, on se coupe de cette force et on laisse peut-être la blessure couver dans notre système sans la résoudre. Il en va de même pour le deuil d'une perte, de confiance, de sécurité, d'une illusion. Il doit être vécu et pleuré pour que la guérison puisse avoir lieu. Le vrai pardon ne peut venir qu'à la fin d'un tel processus, pas au début. Il est le résultat du fait d'avoir ressenti la douleur, appris les leçons et intégré l'expérience. Le pardon trop rapide, en revanche, n'est souvent qu'un mécanisme de défense, une forme de déni qui empêche la véritable guérison et peut conduire à ce que la blessure se rouvre plus tard d'une autre manière. Cinquièmement, le pardon peut aussi être utilisé comme un moyen de garder une fausse image ou une fausse personnalité, ce qui mène à une profonde aliénation de soi. Notre société, certaines communautés religieuses ou même notre propre famille
peuvent exercer une énorme pression pour qu'on pardonne. Parfois, ne pas pouvoir pardonner est vu comme un signe de faiblesse ou d'immaturité. Pour échapper à cette pression, pour garder l'image d'une personne bonne, spirituelle ou forte, ce que Jung appellerait la personnalité, certaines personnes se forcent à pardonner, même si elles sont encore pleines de rancœur, de douleur ou de résistance à l'intérieur. Elles disent les bons mots, montrent peut-être même une volonté de réconciliation, mais leur intérieur est en ébullition. Ça crée une profonde fracture dans le psychisme, une division entre le comportement conscient et les sentiments inconscients. Cet état de manque d'authenticité est profondément malsain. Il consomme énormément d'énergie psychique pour maintenir la façade et conduit souvent à une rancœur sous-jacente, à un comportement passif-agressif ou même à des symptômes psychosomatiques. L'ego essaie de garder le contrôle et de répondre aux attentes sociales, mais le moi, le noyau de la vérité, est trahi. Le vrai pardon ne peut jamais être forcé, ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Il doit venir naturellement d'un processus de guérison et d'intégration intérieure. Si le pardon n'est qu'un masque pour répondre aux attentes des autres ou pour protéger l'image idéalisée que l'on a de soi-même, alors ce n'est pas une vertu, mais un obstacle sur le chemin de l'individuation. Dans de tels cas, il est plus honnête et finalement plus salutaire d'admettre qu'on ne peut pas, encore, pardonner et d'affronter ses vrais sentiments. Enfin, il existe des situations, en particulier dans le contexte d'injustices graves, de criminalité ou de violences systémiques, où trop insister sur le pardon personnel peut occulter la nécessité de la justice et des conséquences. Par exemple, si quelqu'un est victime d'un crime, le pardon personnel peut, à un moment donné, faire partie du processus de guérison, mais il ne doit pas empêcher que l'auteur du crime soit tenu responsable ou que les structures sociales qui ont rendu le crime possible soient ignorées. Jung parlait aussi de l'ombre collective, ces forces sombres et destructrices qui agissent dans les sociétés et les institutions. Parfois, pour affronter cette part d'ombre collective, il faut clairement nommer les injustices et exiger des conséquences pour éviter d'autres victimes et amorcer des changements qui guérissent. Une attitude qui mise uniquement sur le pardon individuel et néglige la nécessité de la justice et des changements structurels peut involontairement contribuer à perpétuer des schémas destructeurs. Il s'agit de trouver un équilibre. La guérison psychologique personnelle est importante, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la vérité ou de la responsabilité envers la communauté. Parfois, le fait de se lever courageusement, de témoigner et de réclamer justice, même si c'est douloureux et que ça n'implique pas de pardon personnel, est une contribution importante à la guérison de l'ombre collective. Alors, concrètement, que signifie ne pas pardonner dans cette perspective psychologique profonde? Il est essentiel de comprendre que ça ne veut pas dire automatiquement se laisser aller à la haine, à l'amertume ou à des pensées de vengeance. Ce seraient là aussi des émotions destructrices qui nous lient au passé et à l'auteur du préjudice et qui nuisent à notre propre âme. La haine et la vengeance sont souvent l'expression d'une part d'ombre non intégrée. Ne pas pardonner, au sens de Jung, est quelque chose de plus subtil, de plus conscient. Ça peut signifier reconnaître la vérité. Tu arrêtes de minimiser ou de nier la blessure. Tu reconnais la réalité de ce qui s'est passé et la profondeur de la douleur que ça a causé. Tu assumes ta perception. Fixer des limites. Tu prends des décisions conscientes pour te protéger contre d'autres blessures causées par la même personne ou des situations similaires. Ça peut signifier rompre tout contact, établir des règles claires pour interagir ou éviter certains sujets. C'est un acte de bienveillance et de respect envers soi-même. Refuser la réconciliation. Tu choisis consciemment de ne pas revenir à la relation telle qu'elle était auparavant, ou de ne pas accorder ta confiance tant qu'un changement fondamental ou une réparation n'a pas eu lieu. La réconciliation est différente du pardon et nécessite souvent la participation des deux parties.